Bonjour à toutes et à tous. On va débuter ce webinaire sur le thème de la gestion des vracs numériques. C'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité, parce que finalement, au sein de toutes les entreprises, notamment des grandes entreprises, on a des îlots de contenu qui grossissent, qui deviennent énormes pour certains cas, et qui représentent des amas finalement d'informations indifférenciées qui présentent des risques, mais qui ont aussi un énorme potentiel en termes de connaissances. Et le traitement de ces amas d'informations, finalement, se construit autour d'un nouveau marché qu'on appelle la gestion des vracs numériques. Une formulation qu'on entend de plus en plus sur le marché. Comment disposer de technologies, d'outils, de méthodologies, d'un accompagnement pour mieux appréhender ces corpus d'informations indifférenciées, comment mieux les assainir, les trier, déterminer les documents importants, en réduire les risques. Et c'est ce sujet-là qu'on va essayer de traiter euh, au cours de ce webinaire. Alors juste en préalable, comme à l'accoutumée pour ce type de présentation, nous allons utiliser un outil de webconférence, de webinar, qui s'appelle GoToWebinar. Tous les intervenants sont coupés, donc vous serez tous en silencieux. Vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc il y a un outil pour poser des questions qui est mis à disposition avec l'outil de webinar. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au cours de la présentation. À la fin de mon intervention, on réactivera la possibilité de pouvoir poser la question ou intervenir pour ceux qui le veulent. Mais à minima, on reprendra l'ensemble des questions qui ont été posées et j'essaierai d'y répondre les unes derrière les autres. Everteam, en un mot, Everteam est un éditeur de logiciels de gestion de contenu spécialisé sur le thème de l'archivage et plus globalement sur la gouvernance de l'information. Notre métier est avant tout d'aider les clients à mieux gérer, organiser et assurer une préservation de leur capital informationnel en vue de minimiser les risques, augmenter la valeur et réduire les coûts. C'est l'objectif et la vocation d'Everteam. Plus particulièrement sur le traitement des vracs numériques, on est face à une problématique bien particulière. On le sait, depuis de très nombreuses années, on parle de déluge informationnel. Certains parlent de tsunami numérique, mais enfin, grosso modo, on parle un petit peu de la même chose. C'est l'accroissement massif, exponentiel du volume d'informations numériques au sein des entreprises. Et ce constat, finalement, amène à la nécessité de beaucoup mieux gérer l'arrivée de cette information. Ça passe par la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs qui n'ont pas été mis en place. Finalement, on peut arriver très rapidement dans des situations de blocage ou d'accumulation d'informations qui devient totalement indifférenciée. Quel est le niveau? Alors, des questions ont été posées sur le marché par différentes associations. Ici, on parle ça a été fait par l'AIM, qui est une association professionnelle nord-américaine. Quel est le niveau de sévérité du problème de déluge et de chaos informationnel dans votre entreprise? Pour 75% des sociétés interrogées, c'est un problème, voire un problème critique. Qu'attendez-vous comme facteur de multiplication de vos données et vos informations? Pour 35% d'entre elles, on est sur des proportions quand même relativement énormes, sur des augmentations x5, x6, x7 jusqu'à x10 du volume d'informations sur les 2 prochaines années. Donc le constat, l'appréhension du fait que les entreprises vont être submergées d'informations numériques est clairement comprise par les entreprises. Sur ces données que ces entreprises vont recevoir, là, toujours l'AIM, on constate que la plupart de l'information, une grande part de l'information
que les entreprises vont gérer vont être des informations redondantes, obsolètes, inutiles en fait pour l'entreprise. Et cette information-là peut se matérialiser sur les entreprises avec diverses proportions. Il y a quand même 40% des sociétés interrogées qui considèrent que 20 à 40% de l'information numérique qu'elles vont conserver pourrait être détruite, mais immédiatement. Par ailleurs, toujours l'AIM, qui a interrogé les sociétés pour savoir, sur une échelle de 1 à 10, d'évaluer l'efficacité globale de l'organisation sur tout ce qui est gestion, contrôle et utilisation de l'information électronique, numérique. Une interrogation qui a été faite en 2008, une autre en 2018, avec voilà, des notes qui ont été posées et finalement un pourcentage de sociétés qui ont voté pour chacune de ces notes. Et on constate finalement un chiffre relativement stable, une moyenne relativement stable à peu près à 5 des entreprises qui quand même pour la plupart sont en zone de risque, hein, sont plutôt considèrent qu'elles ont une gestion assez moyenne, voire médiocre de la manière dont elles gèrent, contrôlent et utilisent l'information numérique. Et ce constat-là est particulièrement représenté pour tout ce qui est corpus d'informations dans des file systems, que ce soit des share drive tels qu'on les connaît, que ce soit dans des systèmes type SharePoint, même s'il y a beaucoup d'évolutions qui sont faites dans ce sens par Microsoft, les outils qu'on appelle de FSS, tout ce qui est Enterprise File Sharing and Synchronization, c'est des outils type Google Drive, Box.com, voilà, et consorts, toute cette famille d'outils. Dans ce contexte se pose bien évidemment la question de la destruction des documents et des données qui ne sont plus nécessaires. Et là encore, l'AIM a interrogé un grand nombre d'entreprises sur la manière dont tout ça a été fait. Pour 12% d'entre elles, elles gardent tout. Pour 24% d'entre elles, c'est un processus qui est manuel. Pour 26%, c'est un processus qui est principalement manuel. On est déjà à plus de la moitié des sociétés interrogées qui éliminent principalement ou exclusivement de manière manuelle, voire ne suppriment pas du tout. Pour celles qui automatisent ou disposent de technologies qui les aident à déterminer les documents à éliminer, on est en deçà de 40%. 17% d'entre elles ont un processus qui est complètement automatisé et 21 considèrent que c'est principalement automatisé, même s'il subsiste quelques îlots où l'information reste soit conservée, soit éliminée, mais de manière avec des sélections et des tris manuels. Dans le cas d'un processus d'élimination automatisé, dans la plupart des cas, c'est souvent des sociétés qui ont des fonctions ou des rôles extrêmement verticaux et des traitements de flux de documents qui sont systématiques et avec une très faible variété de typologies documentaires. Dans un contexte comme celui-ci, on peut effectivement assez facilement automatiser la destruction parce qu'on gère peut-être moins de 5 types de documents et dans ce type de contexte, on va être capable finalement de mettre en œuvre des mécanismes industriels de gestion de cycle de vie. Pour répondre aux problématiques actuelles sur tout ce qui concerne la gestion de l'information, on a interrogé les entreprises pour savoir si elles étaient d'accord ou non sur le fait de revoir leur manière de gérer l'information. 1% est complètement en désaccord, 64% est complètement d'accord, 28% plutôt d'accord, donc on est déjà à plus de 90% des sociétés interrogées qui considèrent que leur manière de gérer l'information numérique doit être revue. Et donc là, on est sur un constat clair. Aujourd'hui, les réflexes d'acquisition de technologies, les réflexes de gestion et d'organisation de la gestion de l'information au sein des entreprises doit évoluer au regard des nouveaux challenges auxquels les entreprises sont confrontées. Le réflexe de j'ai une GED qui devient obsolète, je change de GED, j'ai un file system, je le conserve et je propose les mécanismes de versement, de dépôt, de gestion que j'avais mis en œuvre il y a une quinzaine d'années. Cette approche-là, aujourd'hui, clairement, est remise en cause. Les entreprises recherchent
de nouvelles manières de gérer leur capital informationnel, notamment pour tous les aspects relatifs à la gestion des vracs numériques. Alors, il existe des solutions. Bien entendu, là, vous êtes sur un webinaire Everteam. On va évidemment allègrement faire un prosélytisme de nos technologies. Mais l'idée, c'est que vous puissiez aussi bien en appréhender la valeur et les dans lesquels nos technologies peuvent présenter un intérêt. La caractéristique principale des outils d'Everteam, c'est l'automatisation de la gouvernance de votre capital informationnel. Tous les contenus ne sont pas égaux. Il est important de définir au plus tôt, et c'est la seule bonne approche, les typologies documentaires propres à chaque fichier, chaque objet documentaire, chaque élément d'information qui est référencé au sein de votre organisation. Microsoft a également compris ça et qui était vraiment un acteur qui, dès son origine, n'a jamais vraiment travaillé autour de la métadonnée et du typage des fichiers. Dans les file systems, même dans SharePoint, le typage de l'information n'a jamais été une obligation. Il y a des déploiements d'un SharePoint où on a la possibilité de rajouter des métadonnées, mais ça n'a jamais été véritablement quelque chose de nécessaire. Été 2018, de nouvelles fonctionnalités sont apparues sur les outils Office 365 avec des mécanismes de type Retention Label qui vont permettre de typer les documents. Donc même dans l'environnement Microsoft, c'est quand même un des bastions des environnements de gestion de fichiers et de documents où on pouvait organiser les documents un peu comme on voulait, sans aucune contrainte en termes de typage. Même là, face au volume et à la masse d'informations que les entreprises vont devoir gérer, Microsoft a compris qu'il était absolument nécessaire de proposer des dispositions, des fonctionnalités qui permettent de classer les documents. Et les dispositifs mis en œuvre sont finalement les dispositifs qui ont toujours existé dans le monde de l'archivage, qui est un mécanisme de typage. Quand on veut typer, on peut typer de différentes manières. On peut typer soit par classement manuel, soit, alors classement manuel, c'est grosso modo, on identifie un document ou plusieurs et on les définit comme étant des contrats, des factures, enfin on leur donne un type de document. Typer un document, c'est extrêmement important parce que dès lors qu'on connaît un type documentaire, on est capable de comprendre les règles qui s'appliquent sur ce type documentaire au regard de la législation et des obligations de l'entreprise. Et on est capable d'appliquer finalement un cycle de vie qui sera conforme aux obligations de l'entreprise en garantissant une conservation du document qui assure le droit à l'information et le droit à l'oubli. Donc on ne conserve pas un document plus longtemps que ce qu'on devrait le conserver et on est sûr de garder le document à minima le temps pour lequel on est obligé de le conserver. Et donc, on classe les documents. On peut faire du classement manuel, on peut faire du classement par règle. Le classement par règle, c'est des mécanismes où un collaborateur peut définir des règles, des requêtes en quelque sorte. Je recherche tous les documents qui contiennent telle valeur et, ou qui sont classés dans tel dossier. Et dès lors que ces documents répondent à ces critères, automatiquement, je sais les typer. Si un document est classé dans le dossier administration ou dossier contrat, ça veut dire que le document est un contrat. Donc je type le document de type contrat de manière automatique. L'autre approche, c'est le classement par apprentissage, par similarité. C'est un mécanisme de classification élaboré qui est fondé sur finalement des actions de classification qui ont été faites en amont. C'est-à-dire que si les documents ont été classés manuellement par règle, par des humains, on va considérer que cette classification est juste. Le système va être capable de l'apprendre et va ensuite être capable de s'appuyer sur cet apprentissage pour typer les nouveaux documents. Donc par similarité ou par ressemblance, il va identifier qu'un nouveau document qui a été déposé est très proche d'un document qui avait déjà été déposé par le passé et qui était de type contrat. Et en fonction de niveau de confiance qui se paramètre, il va être capable de dire OK, ce document est aussi un contrat. Il va donc le typer comme un contrat, appliquer des cycles de vie dessus et en gérer la destruction, les règles d'accès, etc. Donc un mécanisme à 3 niveaux, classification manuelle, par règle ou par apprentissage. Le mécanisme de classification fait par les humains
à une précision de 90%, elle peut même aller au-delà si les utilisateurs sont formés. Le problème de ce mécanisme de classification, c'est qu'il remporte très peu l'adhésion finalement des collaborateurs. Personne n'aime typer les documents. D'ailleurs, le principal frein, c'est le fait que aujourd'hui, la majorité des collaborateurs ne veulent pas, n'aiment pas passer du temps à typer des documents. Le mécanisme de classification par machine learning, par apprentissage, voire même par règle, offre des niveaux de précision inférieurs, entre 60 et 90% en fonction de la nature des corpus à analyser. En revanche, ça remporte en général 100% de l'adhésion des collaborateurs. C'est des mécanismes automatiques qui nécessitent l'intervention d'aucune personne humaine, si ce n'est périodiquement pour faire de l'échantillonnage et faire de la vérification. Mais dans ce mécanisme-là, finalement, on est sur des logiques où le déploiement de ce type de technologie peut se faire beaucoup plus facilement. Finalement, le point auquel on est confronté, c'est de trouver le bon équilibre entre la précision d'un référencement fait par des humains et finalement l'adhésion automatique et tout à fait immédiate qu'auront les collaborateurs pour une technologie de classification par machine learning. Le point important, c'est qu'il ne faut pas se laisser finalement dissuader d'utiliser des mécanismes de classification automatique parce que les niveaux de précision sont inférieurs à la classification humaine. Pour les vracs numériques, c'est clairement la question clé qu'il faut se poser et c'est clairement en général le pas que passent les entreprises parce que la plupart du temps, le volume des vracs, si vous avez un file system qui fait plusieurs terras, il est tout à fait inimaginable de demander à des humains de typer les documents. Donc, dans un tel contexte, faire appel à la technologie machine learning s'avère être finalement la seule solution. Et même si les taux de reconnaissance et de précision sont inférieurs, on obtient quand même des résultats extrêmement probants qui permettent de beaucoup mieux comprendre la nature des informations que l'on a au sein de l'entreprise et de pouvoir prendre des décisions. Pour faire tout ça, attendez. Les technologies Everteam vont s'appuyer sur différents niveaux de fonctionnalité. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le light scan. L'outil va être capable de se connecter, par exemple, à un file system, un système de fichiers, et va automatiquement analyser l'ensemble des fichiers qui se trouvent dans ce file system. Même s'il y a des millions de fichiers, le système va être capable de tout analyser, la structure de l'arborescence, les propriétés des fichiers, tout ça va être très rapidement pris en compte. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on va appeler le deep scan. Le système va être capable d'analyser le contenu des fichiers. Il va récupérer le texte de ces fichiers et il va être capable de l'enrichir par une analyse morphosyntaxique basée sur des dictionnaires qui permettra par la suite de faire des recherches beaucoup plus élaborées que si on avait fait simplement une recherche full texte de base. Donc on va récupérer le texte, on va y apporter une analyse sur la structure de ce texte, on va permettre de conserver ce texte pour faire de la recherche full texte. Troisième niveau, c'est les mécanismes d'extraction d'entités nommées. Là, on est dans une logique d'enrichissement de contenu. L'outil va être capable de balayer le texte et le contenu, que ce soit le nom du fichier, que ce soit le contenu du fichier, que ce soit les propriétés du fichier, pour identifier des informations sensibles que les collaborateurs aimeraient retrouver. Donc là, c'est particulièrement intéressant, par exemple, dans un contexte RGPD. Vous pouvez, dans un file system, immédiatement retrouver les données personnelles qui sont cachées dans les fichiers. Le système va vous présenter un tableau de bord où tout sera absolument limpide et clair sur la répartition de ces données personnelles. Ça permet même d'aller beaucoup plus loin, ça permet de faciliter l'identification de données métiers, des codes clients, des codes produits, donc tout type d'informations métiers qui auraient un sens pour l'entreprise ou informations sensibles, par ce mécanisme-là, peut être identifiée où qu'elle se trouve. Ça peut être une pièce jointe d'un email, ça peut être un texte qui a été compressé, ça peut être un fichier bureautique classique. Et le dernier mécanisme, c'est le mécanisme de classificateur, enfin, on appelle ça des mécanismes de classification automatique, où là, le système va être capable d'enrichir également les métadonnées, par exemple de typer automatiquement les documents,
en se basant sur les documents qui ont déjà été typés par le passé. C'est le mécanisme de classification automatique par similarité que je vous ai expliqué juste avant. Donc le système va analyser les documents qui ont déjà été typés, va se constituer une matrice de classement, qui fonctionne un peu comme une matrice statistique, et va analyser les nouveaux documents et automatiquement et très rapidement les classer. Donc une succession finalement de mécanismes qui sont extrêmement puissants, innovants, et qui vont contribuer à faciliter le traitement des vracs numériques. Donc premier traitement, c'est ce qu'on appelle l'extraction de contenu dans les documents, donc le fameux deep scan. Donc dans ce cas-là, on va complètement extraire le contenu des textes. Ça peut être des documents bureautiques, ça peut être des textes extraits. On va récupérer ce full text et derrière, ce full text pourra être analysé et utilisé. Si on prend un exemple, on va aller sur mon poste. Okay. Donc là, je suis sur l'outil Everteam Discover, qui est l'outil qui peut être utilisé pour l'analyse des vracs numériques. Je vais me mettre ici en mode total sur l'ensemble de mon corpus. Et je vais aller dans ma base de fichiers file system. J'ai, dans mon exemple ici, j'ai 5 vracs numériques. Vous voyez, un corporate drive, des fichiers qui sont stockés dans une application d'archives, des disques partagés, un espace SharePoint et des postes de collaborateurs que j'ai référencés. Dès que ce travail d'analyse est fait, ensuite, je peux très facilement chercher des documents. Je cherche Everteam. Le système va me trouver des documents qui parlent d'Everteam. Je vais pouvoir aller au niveau de la liste de résultats, sélectionner un document et je vais visualiser les propriétés qui ont été extraites sur le fichier. Je vais pouvoir également regarder le contenu du fichier. Donc le full text a bien été récupéré et le mot Everteam a été trouvé plusieurs fois dans le document. Il me le montre ici. Avec possibilité, si je le désire, de pouvoir visualiser également le document. Donc un mécanisme extrêmement rapide de recherche et d'analyse sur mes différents vracs numériques. Si je reviens ici sur le corpus global, je constate que mes vracs, je peux naviguer dedans sans avoir besoin d'aller sur l'espace disque. Hein. Donc directement, je les retrouve ici. Je vais pouvoir aller sur mes disques partagés si j'en ai envie, sur les postes des collaborateurs que j'ai analysés, très, très facilement. Okay, et avec un accès au texte, parce que le texte a été entièrement récupéré. Okay, par ce mécanisme-là, on va être en capacité de faire des recherches, mais faire des recherches qui sont beaucoup plus puissantes finalement que des recherches classiques. Par exemple, si je fais une recherche ici, je cherche exécution contrat pour un de mes clients qui s'appelle Demu. J'exécute une recherche ici en français pour des documents qui seraient en rapport avec l'un de mes clients. Je vais lancer la recherche. Il va m'indiquer où les documents ont été trouvés. Okay, donc déjà, il me fait une recherche vraiment et il ne m'affiche que le résultat de ma recherche. Derrière, je peux appliquer d'autres filtres si je veux. Je peux aller au niveau de la liste résultats. Le système va me présenter les documents qui ont répondu. Ici, j'ai des emails. Je peux sélectionner un de ces emails. Je peux aller visualiser le texte. Et là, il va me présenter le texte vraiment des pièces jointes. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux rebondir comme ça de document en document. Et la recherche ne va pas uniquement se limiter aux termes que j'ai recherchés. Par exemple, ici, il m'a retrouvé contract. OK. Mais il peut aller plus loin. Vous voyez ici, il m'a retrouvé executed agreement are received by Demu. Ici. Donc il m'a bien retrouvé exécution, qui est la forme anglaise conjuguée. Il a remplacé, il a étendu ma recherche finalement au champ sémantique du terme contrat dans la langue anglaise. Donc contrat a comme équivalent contract.
agreement est dans le champ sémantique de contract, donc il a considéré que le terme agreement était un terme éligible pour ma recherche. Et donc, par ce mécanisme-là, finalement, je fais des recherches beaucoup plus pointues qui vont à la fois réduire le bruit et réduire le silence. Voilà. On va revenir à la présentation. Voilà. Deuxième mécanisme, c'est les mécanismes d'analyse du texte, extraction de sens, extraction de concept. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. J'ai recherché sur le terme contrat, il m'a retrouvé contract, et donc ça m'a permis de retrouver les documents en réduisant le bruit et le silence, comme je l'ai expliqué juste à l'instant. On a aussi des mécanismes d'extraction d'entités nommées. Donc là encore, c'est un fonctionnement qui est extrêmement puissant, parce que par ce mécanisme-là, on va être capable de retrouver des documents et de retrouver des documents qui contiennent des informations qui auraient été extrêmement difficiles de retrouver manuellement. Donc quand vous avez des corpus de cette nature, c'est une architecture big data. L'outil est conçu pour gérer d'énormes volumétries. Hein. Donc si vous avez d'énormes volumétries de documents et que vous recherchez, par exemple, des documents qui contiennent des données personnelles, on va se mettre en mode tableau de bord. Alors là, j'ai le tableau de bord général qui me présente les métadonnées entre guillemets techniques et qui me permettrait de filtrer en ne voyant que les PDF, que les fichiers, par exemple, volumineux, en ne voyant que les fichiers qui ont plus de 5 ans, en ne voyant que les fichiers d'une certaine langue. Mais je peux aussi avoir un autre tableau de bord qui est lui focalisé sur les données personnelles. Et dans ce cas-là, mon tri va se faire de manière totalement différente. On va dire au système, je recherche que les documents qui contiennent des données personnelles. Okay, et je ne recherche que les documents qui contiennent un IBAN. Okay, et je vais valider cette recherche-là en me demandant que ceux qui contiennent vraiment un IBAN. Donc, il a trouvé un nombre de documents beaucoup plus réduit. Et ensuite, sur ces documents-là, je ne rechercherai que des documents qui ont été produits par la BNP. Donc, je peux aller dans la facette qui contient uniquement les noms d'organisation. Donc, c'est des noms d'organisation que le moteur a retrouvés partout dans le texte. Donc, il va chercher uniquement BNP, il va me trouver des documents de la BNP. Donc, je vais valider ce filtre. Et ensuite, je peux aller au niveau de ma liste résultats, voir les documents qui ont répondu, sélectionner un document qui m'intéresserait, et derrière, visualiser le texte avec positionnement des entités nommées. Et dans ce cas-là, je vois il a trouvé 3 IBAN. En cliquant dessus, il va automatiquement rebondir dans les endroits où il a trouvé ces IBAN, ici en bas. Okay, ces valeurs, elles existent en fait au niveau du document natif, que je peux aller ouvrir, où qu'il se trouve, et je vais constater que les IBAN étaient effectivement présents ici en bas du document. Okay, donc là, on est dans un mécanisme extrêmement finalement dynamique d'investigation et d'identification des documents importants dans n'importe quel type de vrac numérique. Donc, vous avez un vrac numérique, vous avez besoin d'identifier de manière hyper pointue les données personnelles ou de retrouver les documents sensibles en rapport avec un de vos clients. Vous allez pouvoir cibler et retrouver de manière très efficace. Au-delà de ces mécanismes-là, l'outil propose également d'autres possibilités. C'est les mécanismes de classification par règle. Les mécanismes de classification par règle sont des mécanismes qui vont permettre de classer de manière automatique des documents en se basant sur des règles que vous auriez construites. L'autre mécanisme, c'est le mécanisme d'apprentissage automatique et de machine learning, qui est un mécanisme de classification automatique qui, lui, se base sur du rapprochement de documents de structures textuelles similaires. Okay, donc, dans ce type d'approche, vous allez disposer d'outils dédiés pour ça. Au sein du produit, comme je vous l'ai expliqué, vous avez la possibilité de rechercher directement ici, de pouvoir filtrer sur les facettes. Donc, je peux chercher ici. Derrière, je peux dire je ne recherche ces contrats que dans le corporate drive.
voilà, que d'un corporate drive. Et je ne veux que les documents qui contiennent de la donnée personnelle. Voilà. Et donc, par ce mécanisme-là, je vais pouvoir filtrer jusqu'au moment où je trouve les documents qui m'intéressent. Et lorsque j'ai trouvé les documents qui m'intéressent, je vais pouvoir les identifier ici, les voir et les consulter. Okay, là, il y a 181 documents qui ont répondu. Ce sont les documents, finalement, que je recherchais et qui m'intéressaient. Au-delà de ce mécanisme-là, le système va permettre d'identifier, par exemple, les doublons. Pouvoir dire, sur ces documents-là, j'aimerais connaître s'il y a des doublons. Donc là, il me dit oui, sur les 181 documents, il n'y a aucun doublon, sauf sur le CV de Linda Brown, où j'ai 2 copies. Les fichiers n'ont pas les mêmes noms. Ah, si, ils ont les mêmes noms ici, ils ont les mêmes noms, mais ils ne sont pas classés au même endroit. Okay, c'est le même auteur, même taille, c'est exactement la même date. Je peux tout à fait dire, je vais en garder qu'un seul des deux et supprimer l'autre. Okay, ça, c'est une chose qui est possible. L'autre possibilité, alors là, l'identification du doublon est basée sur le contenu du fichier. C'est-à-dire que si les deux CV avaient eu des noms différents, le système aurait quand même trouvé que ces documents étaient parfaitement identiques si le contenu du fichier est parfaitement identique. Donc c'est vraiment de la recherche de doublons sur le contenu. On peut faire de la recherche de doublons soit sur le contenu, soit sur la globalité, c'est-à-dire contenu plus propriété. Okay, donc l'outil fait les deux. Il y a également des mécanismes de recherche de voisins proches qui, eux, permettent de retrouver des documents qui ont des structures de texte qui sont proches, même si elles ne sont pas parfaitement identiques. Lorsqu'on trouve des doublons, ou lorsqu'on trouve des textes que l'on veut supprimer, le système permet de pouvoir ensuite réaliser des actions. Ça, c'est un point extrêmement important. Si je recherche des documents, ce sont les documents que je veux traiter. Par exemple, mettons-nous en situation. Je suis dans cette situation où je recherche des documents, pas de type particulier, mais par exemple qui sont relatifs à une personne. Je recherche des documents qui sont de Florence Gem. Hop, j'ai 49 documents. Il va me dire où se trouvent ces 49 documents et je vais voir les documents qui s'y rapportent. Charge à moi après de les sélectionner et j'ai la possibilité, alors soit les documents de la page, soit je peux lui dire de me sélectionner tous les documents. Okay, et ensuite, je peux réaliser une action et je peux faire différentes actions. Je peux les exporter. Alors, toutes les actions ne sont pas exposées ici, mais on peut les déplacer. On peut les enrichir avec une métadonnée. Les fichiers sont toujours dans leur espace d'origine. Si là, c'est des fichiers qui sont dans des file systems, ils sont toujours dans leur file system. Mais l'outil dispose d'un lien vers ces objets et va, lui, permettre d'enrichir les métadonnées, les informations qui sont liées à cet objet. On peut aussi les raccrocher à un panier. Par exemple, tous les documents de Florence Gem, c'est une requête que j'ai eue de la part d'un ayant droit. Je vais créer un panier que je vais nommer. Je vais appeler ça demande droit à l'oubli. De Florence Gem. Pour pouvoir créer ce panier et les documents vont automatiquement être mis dans ce panier. Si ultérieurement, je veux visualiser les documents de ce panier, je vais pouvoir venir ici, je verrai tous les paniers que j'ai créés, je verrai le panier de Florence Gem ici, je retrouvais les 49 documents qui s'y trouvaient. Charge à moi après de les analyser un par un, en fonction du temps dont je disposerai, et quand je le jugerai nécessaire, d'appliquer une action dessus, qui peut être une action d'export, d'envoi à l'archivage, de suppression, de déplacement, tout un ensemble de possibilités qui sont offertes par le produit. Okay, donc on est sur des technologies qui permettent de réaliser un grand nombre d'actions sur les documents. Et c'est une des forces de l'outil. C'est la capacité d'analyser des racks numériques, d'avoir des mécanismes de classification de différentes natures, et derrière, de pouvoir agir dessus. Donc très rapidement, en tout début, vous allez très certainement être amené à, sur la base de métadonnées techniques, d'identifier des documents que vous pouvez d'ores et déjà supprimer.
Vous allez dire, je ne sais pas moi, tous les documents qui sont des documents vides. Voilà, c'est des documents, 87 documents qui sont totalement creux, qui ne contiennent pas d'informations qui font sens. Je peux aller les analyser. Okay, je peux aussi analyser des fichiers qui sont, je peux trouver des documents qui sont chiffrés. Je peux retrouver des documents qui font plus, par exemple, de 50 mégas, ou moins d'un méga, ou des fichiers qui sont extrêmement anciens, ou des fichiers qui sont d'un certain type, ou d'un certain format, ou d'une certaine langue. Et dès que je les ai trouvés, ensuite, je peux réaliser une action dessus. Dès que vous avez fait cette action de nettoyage, entre guillemets, préalable, identifier les doublons aussi. Vous allez pouvoir utiliser des mécanismes plus élaborés et dire, bon, bah, les documents, je veux par exemple les typer manuellement, ou je veux les taguer manuellement. Je peux dire, par exemple, ce document-là, je veux mettre une action dessus et le taguer comme étant un document de type, je sais pas moi, sensible. Voilà. Je fais ma mise à jour. Et là, l'outil va fonctionner un peu comme un outil de traitement en masse finalement des documents que vous avez sélectionnés. Il va distinguer le traitement que vous voulez opérer. Enfin, il ne fera pas le traitement de manière transactionnelle. Il va prendre en compte la demande que vous lui avez faite, il va l'enregistrer, et ensuite, en mécanisme pile, un peu comme une pile FIFO, il va prendre les différentes tâches qu'on lui a demandé de traiter et traiter le moment venu le document pour lui appliquer l'action que vous avez entreprise, ici en l'occurrence pour moi de lui poser un tag. Okay, on va avoir la possibilité donc de faire ça de manière manuelle, mais on peut aussi avoir la possibilité de faire ça de manière automatique. Donc pour ce faire, on a des mécanismes de classification qui sont disponibles, soit des classifications par règles, soit de la classification par machine learning. Quand vous faites de la classification par règle, ça fonctionne de manière extrêmement simple. Vous avez la possibilité de définir des requêtes, et ces requêtes vous permettent ensuite de classer automatiquement les documents. Par exemple, ici j'ai créé une requête pour les demandes d'achat. J'ai créé en fait une requête qui s'appelait demande d'achat, ici. Cette requête a été créée, je l'avais créée directement à partir de l'écran de recherche. Je vais demander à l'outil, retrouve-moi tous les documents qui sont de type demande d'achat. C'était purchase orders. Et je lui avais dit que ça se trouve au milieu d'un mot, quel que soit le nombre de mots qui les séparent, quel que soit le caractère qui est à la fin, retrouve-moi tous les documents qui contiennent purchase order. Donc là, il a cherché et il m'a trouvé tout ça comme étant des documents qui contiennent purchase order, okay, donc des demandes d'achat. J'ai enregistré cette requête et je l'ai liée à un traitement de classification par règle. Périodiquement, qu'a fait l'outil, il a balayé le corpus et il a rajouté un marqueur, vous voyez ici, qu'il a appelé purchase order. Il a tagué que ces documents étaient des demandes d'achat. Quand je vais sur les métadonnées, il m'indique bien cette valeur a été classée par une règle. Vous voyez, c'est indiqué ici. Cette valeur a été classée par une règle. C'est la règle que j'ai créée qui a automatiquement été rechercher tous les documents qui contenaient purchase order dans le titre. Alors, dans la requête que j'ai enregistrée, c'était uniquement dans le titre. Et lorsque des documents répondent, ensuite, automatiquement, il applique le tag de manière automatique sans que j'ai quoi que ce soit à faire. Donc ça, c'est un mécanisme qui est finalement assez puissant dans pas mal de cas, parce que quand on fait l'analyse de vrac numérique, le client est souvent capable de nous dire qu'il y a certains documents où on a appliqué une certaine règle de nommage, où il y a quand même certains documents qu'on a bien classés. Et donc, en s'appuyant là-dessus, on va déjà accélérer finalement la construction d'un corpus de référence. Et dès lors que ce corpus de référence ensuite existe, on va pouvoir lui dire, maintenant tu vas utiliser des mécanismes de classification automatique par machine learning. Donc là, je pourrais lui dire, entraîne-toi sur le corpus que j'ai classé par règle, en faisant ça. Et en faisant ça, le système va commencer à apprendre
et à constituer une matrice de classement automatique sur la base des classifications qui ont été faites manuellement ou des classifications qui ont été faites par des règles. Okay, je vais avoir la possibilité, alors il n'aura pas fini, mais j'ai la possibilité ensuite de venir déterminer les pourcentages de précision et de rappel. Donc on peut lui indiquer le niveau de précision que l'on attend, le niveau de rappel. Donc le système va finalement, sur la base des documents qui ont déjà été typés, nous dire, moi j'essaye de les retyper et je regarde si je trouve un niveau de score, enfin un niveau de typage qui est identique ou différent. Donc là, le résultat est très bon. Il a 1, donc 100% de réussite en précision, 100% de réussite en rappel sur les 40 documents qu'il a évalués. Et ensuite, si je suis content de ce résultat, je peux lui dire, bon, maintenant, classifie. Donc il va se lancer dans une classification et il va lui-même balayer mon corpus pour essayer de voir s'il ne trouve pas d'autres documents qui ont une structure textuelle proche des documents que j'ai déjà classés, qui ne contiennent pas dans leur titre, par exemple, Purchase Order. Et si le document est très proche, en termes de sens, il va automatiquement lui appliquer le même type. Et donc, par ce mécanisme-là, on va être capable de typer les documents et faire cela de manière constante, basée finalement sur un apprentissage de départ qui a été fait de manière très rapide par nos clients et qui se doit d'être fiable. Dès lors que ceci est fait, ensuite, l'outil va faire de la classification et nos clients pourront disposer d'une visualisation finalement. Vous voyez ici, on a un petit tableau de bord sur les documents qui sont typés. Je peux le déplacer plus haut peut-être parce qu'il est important. Voilà. Donc là, il me dit, voilà, moi j'ai 83 documents qui sont des demandes d'achat. Il y en a un qui est identifié comme une facture. Et puis, en fonction de l'évolution de la classification, qui se fait sans que je fasse rien, hein, ce nombre va augmenter. Et d'autres types peuvent apparaître. Okay, j'ai beaucoup d'autres moyens de pouvoir faire l'analyse. On a des outils d'analyse dans le produit qui permettraient, par exemple, de venir ici et de dire à l'outil, j'aimerais que tu me fasses un tableau de bord qui m'affiche, par exemple, ici, les tags que tu as posés et en face, les années. On lui demande le tableau, et là, il va nous dire, voilà les types que j'ai posés, voilà les années et les documents correspondants. Donc là, si je choisis un de ces types de documents, je vais cliquer dessus, le système va filtrer et je pourrai directement voir derrière la liste des objets correspondants. Donc les 15 que j'ai sélectionnés, qui étaient en fait les purchase orders, alors le tableau est parti, mais c'était les purchase orders pour l'année 2000, il faudrait regarder quelle année c'était. C'était l'année 2012, je pense. Donc, creation date, peu importe. C'était l'année que j'avais sélectionnée au moment où j'ai fait non, c'est ça là, l'année 2012, effectivement. Donc, des mécanismes d'analyse, des mécanismes de classification, et derrière, finalement, la capacité de pouvoir avoir une vision beaucoup plus industrielle, automatique, mais également en termes de supervision, de tous les vracs numériques que vous possédez au sein de votre entreprise. Pour conclure, on va revenir sur la conférence. Voilà, donc on a vu la démonstration. En synthèse, il y a un point qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, on constate au niveau des entreprises que seuls 5% des fichiers finalement peuvent être classés par un utilisateur. Et ça va s'intensifier, c'est-à-dire que les utilisateurs vont avoir de moins en moins la possibilité de pouvoir le faire, et que autour de 15% des fichiers peuvent être classés par des règles. Ces éléments-là, finalement, ne permettent plus de entièrement typer et enrichir de métadonnées l'ensemble des documents de l'entreprise, mais par contre sont parfaitement intéressants pour constituer une matrice d'apprentissage pour des mécanismes de classification par machine learning. Le reste étant pris en charge finalement par des mécanismes automatiques, de classification automatique, qui partiront de données initiales, qui sont finalement les données typées par les utilisateurs ou par des règles, permettront de faire des évaluations, des validations, et surtout un mécanisme de typage par amélioration continue,
de typage peut évoluer dans le temps. Et ça, c'est un point extrêmement important. En fonction de la manière et de la finesse de typage, un type qui avait été attribué au départ peut, dans le temps, changer. Et c'est par cette approche-là, basée sur l'étiquetage manuel, puis par règle, puis par apprentissage automatique, qu'aujourd'hui, on amène les entreprises à collaborer avec nous sur tout ce qui est traitement, assainissement et optimisation de leur vrac numérique. Merci. Alors, je pense qu'on va voir si on a eu des questions. Je vais demander à Nicolas si des questions ont été posées pendant la Alors conférence. effectivement, il y a eu quelques petites questions. Le travail n'est pas Oui. fini. Est-ce qu'il y a une limitation de volume de contenu analysé? Non, il n'y a pas du tout de volume. Alors, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de limitation technique. Par contre, la manière dont le produit se commercialise prend en compte comme critère le volume de contenu que le client veut analyser. Il y a des licences sur 1 Tera, il peut y en avoir sur 5 Tera. Enfin, c'est des choses qui se discutent commercialement, mais il n'y a pas de limitation technique. Le produit est construit sur une architecture big data, conçue par conception pour être capable de gérer de très gros volumes et offrir des mécanismes de scalabilité sur chacun des composants utilisés par le produit. Ensuite, il est demandé si cela fonctionne aussi avec les mails. Ça fonctionne tout à fait avec les mails. Ça fonctionne avec les mails qu'ils soient sur des serveurs de messagerie, type Exchange, on-premise ou online, que ce soit sur des emails, parfois même déposés dans des file systems. Ça fonctionne également sur des fichiers PST. Vous avez des fichiers PST, des gros fichiers PST. On va rentrer dedans, on va être capable de les analyser de la même manière que n'importe quel autre fichier. Est-ce que Discover peut analyser et agir sur le contenu d'outils de type GMAO? Il peut fonctionner aussi sur des outils de type GMAO, CAO, des fichiers de type BIM. Les possibilités qui seront offertes dépendront de la nature des binaires. Dans certains cas, on récupérera les cartouches, dans certains cas, les propriétés, dans certains cas, on pourra analyser le contenu des fichiers. Donc, on sait faire un certain nombre de choses sur ces fichiers-là. Toutes les fonctions que je vous ai montrées aujourd'hui fonctionnent sur les fichiers GMAO. Exclusivement le point sur l'accès au full text qui dépendra de la nature des fichiers que l'on aura indexés. Et donc ça, c'est des discussions qu'on a à avoir au cas par cas. Très bien. On a une personne qui a mis en place un SAE Vitam aussi. Et Oui, tu parlais tout à l'heure de la possibilité d'export. Est-ce qu'il est possible d'exporter au format CEDA pour permettre un chargement dans Vitam? tout à fait. Alors c'est une très bonne question parce que l'outil il est parfaitement adapté pour ça. Il y a des outils qui existent aujourd'hui au niveau open source, ce sont des outils extrêmement sommaires. Notre positionnement, c'est plutôt de s'attaquer à des corpus assez importants, mais on est tout à fait capable de proposer des exports au format CEDA, du format CEDA 2.1, qui ensuite peut être consommé par tout système qui sait ingérer du format CEDA 2.1. Je sais que c'est le cas de la plateforme Vitam. Ensuite, comment le niveau de pertinence des documents est calculé? Quel ordre de tri pour présenter les résultats? Alors, le niveau de pertinence est calculé selon un algorithme qui est intégré sur les composants open source que l'on gère, et il est principalement basé sur un rapport entre la fréquence des termes recherchés dans le document avec la taille globale du document. Pour le dire en d'autres termes, si vous cherchez le terme Nicolas, cherchez le mot Nicolas, si le mot Nicolas est présent 3 fois dans un document extrêmement volumineux, mais il est présent une fois dans un document qui fait 2 lignes, le document qui fait 2 lignes aura un poids plus important que le document extrêmement volumineux. Parce que finalement, le rapport entre le nombre de fois où on a trouvé Nicolas par rapport à la taille globale du document, ce rapport sera beaucoup plus faible sur le gros document que sur le tout petit document. Et après, peut-être en complément, aujourd'hui, on fait une classification basée sur le score, hein, mais ensuite, on peut trier sur n'importe quel critère. Les listes résultats dans l'outil sont tout à fait configurables.
On peut rajouter des critères tout à fait customisés. On peut derrière les utiliser pour des critères de tri. Et donc, le niveau de sensibilité, de confidentialité, le nom de vos clients, tout type de critères peut être utilisé après pour trier. Quel temps de paramétrage pour rendre opérationnel et pertinent ce moteur de recherche? Alors, le temps de paramétrage sur un outil comme celui-ci est extrêmement court. On est en moyenne sur une durée d'à peu près. Alors, quand je ne parle pas de temps de paramétrage, temps de mise en œuvre de la brique, il est autour de, sur des cas simples, type un client qui va nous voir sur un file system, même très volumineux, hein. On est sur la mise en œuvre d'une mise en œuvre qui est entre 15 jours et on va dire 2 à 3 mois, ça va dépendre un peu de la complexité. Mais on est sur une configuration qui n'a rien à voir avec des systèmes ECM traditionnels où les temps de configuration sont beaucoup plus longs pour des raisons de customisation et de paramétrage à tous les niveaux. Là, on est sur des outils très verticaux qui se connectent à des sources, qui derrière opèrent des traitements identiques finalement, quels que soient les contextes d'usage. Très bien. Est-ce qu'on peut piloter les délais de conservation des flux, même si on les laisse dans les vracs numériques? Tout à fait. Alors, je ne l'ai pas présenté aujourd'hui parce que la fonction n'était pas activée dans ma plateforme, mais le niveau le plus élaboré finalement de la plateforme, c'est que on a la possibilité, de synchroniser l'outil avec un référentiel de conservation, une brique additionnelle de l'outil. Okay, et dès lors que ce référentiel de conservation est déterminé, le système va être capable de typer automatiquement les documents et de calculer les dates d'élimination de manière automatique. Vous voyez ici une information policy. Les documents vont être typés. Il va être capable de calculer la date d'élimination prévue et les documents peuvent rester là où ils sont. D'ailleurs, une des forces de l'outil, c'est sa capacité à pouvoir gérer le cycle de vie des contenus là où ils sont. Donc, à l'issue du cycle de vie, le document peut être détruit ou il peut être déplacé dans une plateforme d'archivage. Il peut être exporté dans un format CEDAP en vue d'être ingéré dans un outil type Vitam. Mais le mécanisme à plus forte valeur ajoutée aujourd'hui de la brique, c'est ça. Ensuite, combien avons-nous de clients qui utilisent Discover? Alors aujourd'hui, c'est un produit qui est assez jeune, hein. C'est un produit qui a été commercialisé il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc on n'a pas un nombre de clients qui est aujourd'hui très important pour être tout à fait transparent. On a principalement des clients aujourd'hui aux États-Unis, dans le secteur plutôt type mutuelle, assurance, bancaire. Donc aux États-Unis, on doit avoir 3 ou 4 références qui sont actuellement en production. On est également sur aujourd'hui un certain nombre de déploiements en cours chez nos clients en France. On est sur des expérimentations dans des grands comptes, que je ne vais pas citer parce que les autorisations n'ont pas été données, mais on a 5 ou 6 déploiements qui sont actuellement en cours sur la solution Everteam Discover. Ensuite, dans la présentation, il y a identification de noms de sociétés. Comment est fait la détection, une liste de référence des sociétés, autres, etc. Excuse-moi, tu peux poser la question? Il y a une coupure. Tu peux me Dans reposer la la question? présentation, il y a identification du nom des sociétés. Oui. Comment est faite cette détection? Est-ce qu'il y a une liste de référence des sociétés ou autre qui est faite Oui, alors c'est la combinaison de plusieurs paramètres. Le système est basé sur des mécanismes d'analyse de texte. On fait une analyse morpho-syntaxique du texte. On s'appuie également sur les dictionnaires. On peut aussi rajouter des expressions régulières, des algorithmes. Donc en fait, l'outil, en fonction de la nature des valeurs à retrouver, va utiliser une de ces technologies ou une combinaison de tout ça. Imaginons par exemple qu'un client nous dise, nous on a une liste de clients clairement identifiés, on aimerait les retrouver. Ils vont nous fournir cette liste, qui vont alimenter en fait un dictionnaire dans notre produit, et notre outil va essayer de retrouver évidemment ces clients partout où ils sont cités. Okay, si la liste telle qu'elle nous est fournie n'est pas suffisante, on va pouvoir ajouter du scripting. Par exemple, pour
les acronymes, les noms composés, les majuscules, minuscules, etc., on va rajouter de la souplesse finalement aux composants d'analyse pour faciliter le fait de retrouver les bonnes valeurs. Dans les cas les plus complexes, on va pouvoir faire de l'analyse de texte pour désambiguïser les termes trouvés et s'assurer que la valeur que l'on a là, c'est vraiment le nom d'une société, c'est pas un prénom ou c'est pas autre chose en fait. Donc il peut y avoir des éléments de nature sémantique qui déterminent que c'est probablement une société. Il peut aussi y avoir des éléments morphosyntaxiques dans la structure du texte, à l'endroit où se trouve le terme, qui permettent aussi d'identifier qu'il s'agira plus d'une société qu'autre chose. Donc, il y a des composantes de détection qu'on propose, entre guillemets, sur étagère, hein, le nom de société en fait partie, et il y a des composantes de détection excusez-moi, qui peuvent être développées en phase projet. Si vous avez vos propres éléments de détection, on propose par exemple des dictionnaires prêts à remplir sur les noms de clients, les noms des fournisseurs, les noms des collaborateurs. Vous remplissez ces listes et automatiquement l'outil va être capable directement de pouvoir les retrouver. Autre Eh question, Nicolas? bien, non, c'était à peu près tout sur les questions. Juste pour rebondir rapidement sur Discover, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure sur les clients qu'on a actuellement, notamment aux États-Unis. Il y a aussi effectivement PSA qui s'est mis à utiliser nos solutions dans le cadre de la refonte de la gouvernance de l'information et Discover entre en production de leur côté. Et de manière plus générale, Everteam Analytics, c'est la version antérieure de Discover, donc on a un certain nombre de clients qui sont en phase de passer sur Discover ou qui sont passés sur Discover. Très bien. Eh ben, écoutez, juste peut-être en conclusion, je voulais remercier toutes les personnes qui ont pu participer à ce webinaire. Je sais qu'il y en a un certain nombre que je connais bien. Je leur souhaite le meilleur en les circonstances présentes qui ne sont pas forcément faciles pour tout le monde. Et puis, je vous dis à la prochaine fois, soit, je l'espère, en face à face ou au travers d'un webinaire ou d'un échange par téléphone. À bientôt à tous et bon courage.